Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Nous sommes à Londres en 1950. Le pays sort lentement de la guerre, mais la morale, elle, n'a pas bougé. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et au milieu de tout ça, il y a Ruth Ellis, qui, la plupart du temps, dérange et bouscule les codes établis. Mais Ruth veut aussi ce qu'il y a de mieux pour son fils, et peut-être que se caser après ces jeunes années mouvementées ne serait pas une si mauvaise idée. Quelle image Ruth a-t-elle alors de l'amour ? Sûrement celle d'une utopie qu'elle continue de chasser. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de Ruth Ellis. Le 8 novembre 1950, Ruth épouse George Ellis, un dentiste de 41 ans, lui-même divorcé, client de la boîte de nuit où elle travaille, et déjà père de 2 garçons. Elle le connaît, et elle sait qu'il n'est pas le dernier à boire un coup au club. Mais alors qu'elle devient sa femme, elle découvre un homme réellement alcoolique, jaloux et possessif par-dessus le marché. Elle a tiré le gros lot. George est presque paranoïaque. Il est convaincu que Ruth entretient une liaison extra-conjugale. Je vous rappelle qu'elle est hôtesse nue dans une boîte de nuit. Très vite, la violence physique et verbale s'installe entre eux. Le mariage se détériore à une vitesse grand V. Évidemment, c'est pas vraiment la love story qui va la sortir du trou. Ruth tombe néanmoins enceinte et donne naissance à une petite fille, Georgina, en 1951. Mais George, convaincu de ne pas être le père, refuse de reconnaître l'enfant et le refusera toujours. Ils se séparent d'ailleurs peu de temps après la naissance de leur fille. Ruth, alors âgée de 25 ans, est désormais mère de 2 enfants et elle retourne vivre chez ses parents dans leur modeste maison. Parce qu'elle n'a pas le choix, tout simplement. Je dois quand même vous dire qu'elle tente brièvement une incursion dans le monde du cinéma. Un peu avant la naissance de Georgina, elle apparaît, sans être créditée, dans un film de Frank Launder, Lady Godiva Rides Again, où joue son amie Diana Dors aux côtés de Dennis Price et de Dana Winter. Ce sera malheureusement son unique expérience dans ce milieu. Ruth recommence donc seule, avec 2 enfants à charge. Durant cette période, le contexte politique n'aide pas trop à garder le sourire. Le gouvernement britannique est encore très conservateur, dominé par les valeurs familiales, les apparences, la retenue, presque l'étiquette, si je peux l'appeler ainsi. Les femmes divorcées, les mères célibataires, les hôtesses de club ne sont pas seulement mal vues, elles sont invisibilisées et durement jugées. Ruth, elle, avance malgré tout. Malgré le regard des autres, elle reprend du service dans les clubs. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing. En 1953, son patron, Maurice Conley, le fameux crapaud, la nomme gérante d'une discothèque fréquentée par de nombreuses célébrités. Enfin! Je dis enfin car c'est une reconnaissance de ses compétences déjà, de son autorité naturelle et de sa capacité à gérer des situations parfois complexes. Cette nomination confirme aussi l'aisance avec laquelle Ruth s'est imposée dans un monde fait par les hommes et pour les hommes. La clientèle du club est variée. Artistes de music-hall, boxeurs, chanteurs de cabaret, hommes d'affaires, certains la respectent, d'autres la méprisent, mais tous la remarquent. Après des années à travailler comme hôtesse, Ruth a appris les codes de ce milieu. La psychologie des clients, la gestion discrète des conflits et les rouages de l'économie nocturne londonienne. Ce microcosme très codifié va durablement influencer sa vision des hommes et de la réussite. Elle embauche, organise, négocie, elle sait tout faire. Elle tient tête aux clients ivres, console ses employés et calcule les recettes.
elle a 26 ans, elle est mère de 2 enfants, elle est gérante de discothèque et elle est seule. À force de résilience, Ruth a donc gravi les échelons d'un univers masculin jusqu'à devenir gérante d'un club de nuit très en vue à Londres. C'est à cette époque qu'un autre habitué du club, un homme appartenant au monde des courses automobiles, Mike Hawthorne, célèbre pilote britannique, lui présente un jeune homme qui changera le cours de sa vie, David Blakely. Il est élégant, bien éduqué, séduisant, mais aussi profondément instable. Ça, Ruth ne le sait pas encore. Leur rencontre va marquer le début d'une relation aussi toxique que passionnelle. En 1953, à Londres, les pubs ferment à minuit, les rues sont encore noires, éclairées par des lampadaires fatigués, et dans les clubs privés, on sert les derniers verres aux habitués. Les classes populaires vivent la nuit comme une soupape. On y oublie la journée de travail, la guerre d'avant, les dettes d'après, et Ruth, elle, y règne. Elle incarne cette génération de femmes qu'on ne veut ni voir, ni entendre, et qui pourtant tiennent debout des pans entiers de l'économie nocturne. C'est dans ce monde de bruit, de musique et de fumée qu'elle va donc rencontrer David Blakely, cet homme aussi séduisant que dangereux. L'histoire de Ruth et David, ce n'est pas une belle histoire. Ce n'est même pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'emprise. Quand ils se rencontrent en 1953, Ruth a 27 ans. Elle est élégante, forte, intelligente. Elle sait lire les regards, surtout des hommes. Normal, ça a quand même été son métier pendant longtemps, et ça l'est encore un peu. David Blakely, lui, en a 25. Il est pilote de course amateur, issu d'un milieu aisé, et son charme opère tout de suite. Il porte bien le costume, a le sourire facile, et Ruth tombe rapidement amoureuse. C'est un homme qui l'écoute, qui s'intéresse à elle, et même un peu à son fils Andy, à sa fille Georgina, au début en tout cas. C'est un homme qui la flatte, et ça, elle n'a pas l'habitude, Ruth. D'habitude, c'est plutôt comme un morceau de viande qu'on la voit. Mais David Blakely est aussi un homme très instable, impulsif, alcoolique et possessif. Ils commencent à se fréquenter et leur relation devient très vite problématique. En quelques semaines, elle est marquée par les cris, les disputes, les absences et les violences de David. Il est jaloux, mais surtout très contrôlant. Il disparaît parfois plusieurs jours, puis revient comme une tempête. Ruth, de son côté, s'accroche. Elle espère toujours que ça va s'arranger, qu'il changera, qu'il redeviendra comme avant, entre guillemets. Mais avant quoi? Elle ne saurait même pas vraiment le dire. Blakely vient s'installer dans son appartement et vit là-bas sa meilleure vie, juste au-dessus du club où il dilapide son argent et noie sa vie sans queue ni tête dans l'alcool. Il lit les courriers de Ruth, interroge ses amis, lui reproche ses vêtements, ses sorties, ses fréquentations. Bref, la possessivité de David se transforme rapidement en menace permanente. Et Ruth, qui a déjà tout sacrifié pour survivre, accepte l'inacceptable. C'est à cette époque que Ruth tombe enceinte de lui. Et là, c'est un tournant. D'abord, elle ne le dit à personne. Comme un secret niché au creux de son ventre, elle n'en parle ni à sa famille, ni même à David. Mais lorsqu'elle en informe finalement, sa réaction est tellement brutale. Jamais elle n'aurait pu s'y attendre. Il nie l'avoir mise enceinte, refuse d'en entendre parler et exige qu'elle, je cite, fasse quelque chose. Alors, Ruth décide de ne pas le garder, persuadée sûrement à raison que David la quittera si elle met cet enfant au monde. Elle subit alors un nouvel avortement illégal dans des conditions encore plus précaires que la première fois. L'intervention est douloureuse, dangereuse et lui laissera des séquelles physiques et psychologiques durables. Mais elle laisse surtout une trace invisible, une forme de résignation. Elle ne l'admet pas encore, mais ce bébé-là, c'était peut-être son dernier espoir d'être aimé autrement. L'année 1954 est une année noire pour Ruth. Après son avortement, elle commence à perdre pied. Elle boit beaucoup. Elle enchaîne les crises d'angoisse, les disputes avec David se multiplient et prennent une tournure plus violente. Ruth, pourtant, continue à gérer le club que Maurice Conley lui a confié, à s'occuper d'Andy et Georgina et à faire face, comme elle l'a toujours fait. Mais sa santé mentale se détériore à une vitesse hallucinante. Elle est à bout, et tout autour d'elle, son monde s'effondre sans un bruit.
C'est à cette époque que Ruth fait la connaissance d'un certain Desmond Cussen. Ancien pilote de bombardier de la RAF, après la guerre, il est entré dans le monde des affaires et s'est impliqué dans l'entreprise de tabac de sa famille, Cussen & Co. Il est plus âgé qu'elle, très respecté dans son quartier, et cet homme s'attache très vite à elle. Certains disent qu'il est tombé amoureux, d'autres qu'il a un peu le syndrome du sauveur et qu'il a voulu la sauver de cette vie décousue et solitaire. Lui, en tout cas, se montre attentionné, disponible, présent. Il l'aide financièrement, lui trouve un logement, propose même de s'occuper de ses enfants. Bref, c'est clair que face à un David Blakely qui lui fait une scène dès qu'elle respire, il y a de quoi avoir le cœur qui balance. Ruth accepte l'aide de Cussen, mais ne quitte pas David pour autant. Amour un peu maladif ou emprise, je ne saurais pas vous dire. Le fait est qu'elle est prise entre ces deux hommes, l'un qui la détruit, l'autre qui la soutient, mais qu'elle n'aime pas forcément. Et c'est justement ça, le piège. Ruth reste dans cette relation toxique avec Blakely parce qu'elle y voit encore quelque chose à sauver. Une dignité, une histoire, un amour passionnel peut-être. Elle croit toujours pouvoir le convaincre, mais de quoi ? De rester, de s'excuser, de l'aimer ? David, lui, l'a déjà quitté. Officiellement, il est retourné vivre chez ses parents, à Penn, dans le Buckinghamshire. Ruth, elle, perd cette année-là son emploi de gérante et emménage chez Desmond Cussen, à Edgerton Gardens, dans le quartier de Knightsbridge. Elle continue néanmoins à voir Blakely, mais les relations entre eux sont violentes. Chacun ne supportant pas que l'autre puisse entretenir d'autres liaisons. Un peu toxique cette relation, on a dit. À la suite d'un violent coup de poing que Blakely lui assène au ventre lorsqu'elle lui annonce être à nouveau enceinte, Ruth perd le 5e enfant qu'elle attend. Et ce ne serait pas bouclé sans une vraie tromperie en bonne et due forme, donc il lui avoue dans la foulée que depuis le début, il fréquente une autre femme, Mary Dawson. Elle a une voiture, un appartement calme, et surtout, elle ne pose pas de questions, et ça lui va bien à David. Vous avez remarqué que lui fait une scène parce qu'elle a quelqu'un d'autre à côté, mais lui, par contre, il a le droit. Quand Ruth apprend ça, c'est une humiliation de plus, une trahison de plus, et la goutte d'eau qui fait déborder son vase. Elle tente de le recontacter plusieurs fois. Bien sûr, elle veut des explications. C'était du sérieux entre eux. Enfin, elle croyait. Mais il refuse de lui parler et il la fuit. Mais cette fois, c'en est trop, et Ruth Ellis n'a pas envie de se laisser faire. Elle le traque. C'est en avril 1955 que tout bascule. Ruth, blessée, humiliée, hantée par le rejet et la solitude, décide de confronter David une dernière fois. Elle sait où il habite, elle sait où il boit, elle le cherche dans les clubs, puis devant chez lui. Ce soir-là, Ruth a bu, beaucoup. Elle titube, elle crie, elle pleure, et dans son sac à main, elle cache un revolver P38. Ce revolver, c'est son amant Desmond Cussen qui lui a donné, mais ça, elle ne le dira que juste avant de mourir. Vers 21h30, Desmond Cussen conduit Ruth Ellis à Hampstead. Là, alors que David Blakely sort d'un pub de South Hill Park en compagnie d'un ami, Ruth le tue de 4 coups de revolver calibre 38, dont 3 balles tirées à bout portant alors qu'il est déjà à terre. En réalité, 2 balles l'atteignent. David Blakely s'effondre sur le trottoir, mort sur le coup. Mais le plus troublant reste à venir, car une fois l'arme posée, Ruth ne s'enfuit pas. Elle reste là, droite comme figée. Et c'est à cet instant précis que commence un nouveau chapitre, celui du tunnel qui l'amènera au bout de l'histoire, celui des mensonges aussi, mais surtout celui des silences. Je vous raconterai son arrestation, son procès et tout ce qu'il a permis de soulever en Grande-Bretagne dans le prochain épisode. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode de cette saison 21 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire Ruth Ellis.